Allez, on se retrouve il est 14h30 pour votre rendez-vous derrière l'image. On va prendre le temps de décrypter, comme chaque jour, l'information à partir d'une photo qui fait sens. Et ce sera en votre compagnie, une chronique à quatre mains aujourd'hui. Charlotte Boitiot et Romain Philips, bonjour. De la rédaction d'Info Migrants, de retour surtout de Mayotte, ce minuscule archipel français à 8000 km de la métropole. C'est sur ce petit bout de France, perdu dans l'océan Indien, qu'un phénomène nouveau a vu le jour. C'est l'arrivée de plusieurs centaines de Congolais. Un afflux qui est si important qu'ils sont aujourd'hui devenus la première nationalité de demandeurs d'asile sur l'île devant les Comoriens. Et pour illustrer le sujet, vous nous avez donc choisi un cliché, une photo qu'on regarde tout de suite. Racontez-nous qui est ce monsieur. Alors, il s'appelle Kennedy, il est congolais, demandeur d'asile. Il est arrivé à Mayotte il y a 7 mois. Ce que vous voyez autour de lui, c'est une toute petite partie du campement Tsunzu 2, du nom de la commune sur lequel a été bâti ce campement. Et dans ce campement, il y vit avec plus de 1000 personnes. Imaginez-vous, c'est un immense campement qui est constitué essentiellement de Congolais. Vous l'avez dit, il y a aussi des Somaliens, des Yéménites. Mais il y a tellement d'arrivées ces derniers mois que ce campement ne cesse de grossir. Il est devenu tellement grand, ce campement, qu'il commence à toucher des terrains privés. Donc là, j'ai choisi cette photo pour bien vous montrer qu'en fait, là, Kennedy se trouve sur un terrain privé. Il se trouve dans une bananeraie qui appartient à un propriétaire privé. Et au fond, derrière lui, vous le voyez, on voit des tentes, oui, alors ça, ce sont les bananiers. Et derrière, c'est les dernières habitations qui ont été construites à la limite de ce terrain privé. Donc, ces arrivées massives, vous l'avez dit, sont un fait relativement nouveau. Ils représentent, ces Congolais, aujourd'hui, la première nationalité de demandeurs d'asile sur l'île. 50% des dossiers d'asile qui émanent de Mayotte proviennent des ressortissants congolais, selon l'OFPRA, l'instance qui rend les décisions d'asile en France. C'est un vrai renversement par rapport à 2022, où les Congolais ne représentaient que 16% des dossiers d'asile. Vous parlez de ces arrivées massives, on va le dire comme ça, clairement. Comment est-ce qu'ils arrivent ici sur cette minuscule île française? Alors, ils arrivent via une nouvelle route migratoire. En fait, concrètement, la plupart de ces Congolais viennent de la région du Kivu, en RDC. Ils fuient la guerre, ils fuient les combats. Alors, vous allez voir sur la carte. Et ils passent donc par la Tanzanie voisine. Vous voyez, ils traversent du Kivu. Ils arrivent en Tanzanie voisine, mais ils ne restent pas en Tanzanie. Ils rejoignent souvent Dar es Salaam, la capitale économique. Et c'est là qu'ils se font prendre dans des réseaux de passeurs qui vont organiser des traversées dans l'océan Indien jusqu'à l'archipel français à 800 km de là. Mais alors, ce qui est vraiment très étrange, très inédit pour nous, journalistes à Info Migrants, c'est que pour la première fois, nous avons rencontré des réfugiés qui ne savaient pas où ils allaient. C'est-à-dire qu'ils empruntent cet itinéraire depuis les côtes tanzaniennes, mais ils ne savent absolument pas où ils vont. Ils embarquent en fait pour une destination complètement inconnue. Ils ne savent rien de Mayotte. Je vous propose en fait d'écouter Alain et Amini. Ce sont deux Congolais que nous avons rencontrés à Mayotte et ils nous racontent leur traversée justement de l'océan Indien sans savoir où ils allaient. Et c'est maintenant au milieu que quand tu entres maintenant dans le bateau que tu sais que tu vas à Mayotte. Parce qu'on te cache un peu les choses. Donc, quand vous êtes parti de Tanzanie, vous ne saviez pas où vous alliez, c'est ça? On ne vous a rien dit? Rien comme la direction. On ne Et savait pourtant, pas. vous êtes parti quand même. Sans savoir là où on part. Vous saviez que c'était la France? On ne savait pas. On ne savait pas. Rien du tout. Vous ne connaissiez pas Mayotte? On ne savait pas là où on part. D'accord. Et Mayotte, quand on vous a dit vous êtes arrivé à Mayotte, vous connaissiez le nom Mayotte? Moi, là, je suis tout juste, je ne connaissais pas de Mayotte, là. En vérité, là, je ne savais pas. La première fois quand je suis arrivé, oh, vous êtes à Mayotte, c'est une partie de France. Quand on est arrivé, c'est là. Ouais, ça paraît complètement fou quand on entend ce témoignage. Ils ne savaient pas où ils allaient. Comment est-ce que c'est possible? En fait, il faut bien comprendre que toutes ces personnes, elles sont dans une logique d'urgence quand elles arrivent à Mayotte. Leur seule volonté, c'est de fuir la guerre qui ravage la région où ils vivent, donc celle du Kivu, à l'est de la RDC. Et donc, elles partent avec précipitation. Elles n'ont donc pas le temps de planifier leur exil et encore moins de réfléchir à leur destination finale. Et c'est exactement en fait aussi sur cette peur que jouent les passeurs, puisqu'ils leur promettent une destination sûre et ça suffit généralement en fait à convaincre les migrants d'embarquer dans une pirogue en bois à travers l'océan Indien.
On évoquait tout à l'heure avec vous, hein, Charlotte, la traversée de l'océan Indien. C'est une traversée extrêmement dangereuse, on imagine, non? Évidemment, il faut plusieurs jours pour traverser cet océan depuis les côtes de Tanzanie jusqu'à Mayotte. Et surtout, il traverse dans des kwassa. Je ne sais pas si les gens connaissent les kwassa. C'est vraiment des embarcations de pêcheurs très précaires, souvent en bois. Donc, des embarcations absolument pas adaptées pour traverser la haute mer, pour traverser l'océan Indien. Je rappelle qu'il y a 800 kilomètres entre Dar es Salaam et Mayotte. Donc, en fait, il y a beaucoup de risques de dériver. Il y a des risques de chavirer. Il y a des risques donc que l'embarcation se perde en mer et que les occupants meurent de soif, de faim. Donc, il y a potentiellement une mortalité très élevée sur cette route maritime. Mais c'est une mortalité qui est très peu documentée. Parce que contrairement à d'autres parties du monde, il n'y a pas d'ONG de secours en mer. Il n'y a donc pas de recensement. À l'heure où je vous parle, on ne sait pas combien de migrants sont morts en tentant cette traversée entre la Tanzanie et Mayotte. Et quand ils arrivent, s'ils arrivent, ils demandent donc l'asile, c'est un peu tout l'enjeu. Mais ils ne sont pas pris en charge comme en métropole. Non, c'est ça en fait. Les places d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile à Mayotte, elles sont complètement saturées. Alors, on a tenté de faire un état des lieux de l'hébergement d'urgence à Mayotte, mais la préfecture, elle n'a pas voulu répondre à nos questions. On s'est donc tourné vers les associations qui gèrent ces hébergements, mais sous couvert de ce refus préfectoral, elles n'ont pas voulu non plus nous répondre. Mais on a tout de même réussi à obtenir quelques informations via différentes sources. Donc, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a environ 1060 places qui sont occupées à Mayotte. Le taux d'occupation moyen, il est de 107%. Et pour indication, la population actuelle du camp, elle est évaluée à un peu plus de 1080 personnes. Donc il y a vraiment un vrai souci de place actuellement sur l'île. Vous nous parlez de ce campement au tout début de la chronique. C'est donc là-bas que se retrouvent tous les demandeurs d'asile ? Oui, c'est ça. Et en fait, comme le disait Charlotte, les arrivées, elles ne font qu'augmenter. Ce qui fait en fait qu'en seulement quelques mois, fin 2025, c'était un peu un petit campement de fortune. Mais aujourd'hui, c'est assez impressionnant. C'est devenu un gigantesque lieu de vie. C'est vraiment, ça grouille de monde. C'est un labyrinthe d'allées où s'enchaînent des centaines de tentes. Et vous avez raison de le préciser, c'est vraiment faute de mieux que ces personnes se retrouvent ici, puisque les conditions de vie, elles y sont très difficiles. Déjà, il y a bien évidemment toutes les difficultés qui sont inhérentes à la vie en camp, comme l'insalubrité, la maladie, la non-scolarisation des enfants. Mais à cela, il faut ajouter en fait toutes les complications qui sont liées à Mayotte, puisque comme vous vous en doutez, le climat, l'environnement, etc. en fait, sont pas du tout les mêmes qu'à Paris ou encore à Calais où on retrouve souvent des campements. Le campement, par exemple à Mayotte, il est menacé d'un côté par l'océan et de l'autre côté par une mangrove, ce qui fait qu'en fait, il est régulièrement victime de la montée des eaux. Et comme le campement il cesse de s'agrandir au fur et à mesure des arrivées, les habitants ils sont obligés de construire toujours plus proche de l'eau, quoi. Et comme l'explique Kennedy, on va écouter son témoignage dans un instant, l'eau, elle rentre parfois jusque dans les tentes. Si les gens n'ont pas de place où habiter, c'est pourquoi ils sont forcés de venir vraiment presque dans l'eau pour y habiter. C'est dans la mangrove, c'est près de l'eau. Et dès qu'il y a la marée haute, c'est ce que vous voyez là, vous participez à ça. Il y a de l'eau qui remonte, mais c'est pas là à la fin, l'eau va remonter, va augmenter des niveaux. L'eau sera dans des tentes des gens, tu t'imagines? Les gens vivent dans les pieds dans l'eau. En fait. Dans une heure, cette eau sera vraiment dans les tentes. Si vous voyez ici, le terrain est humide, c'est pas par hasard. Tu vois, il y a du soleil, mais le terrain est humide. Ça veut dire qu'il y a de l'eau qui entre vraiment direct dans les tentes. Donc voilà, vous avez entendu le témoignage de Kennedy sur le problème de l'eau qui rentre dans les tentes. Il y a aussi un autre souci qui est très important dans ce camp, c'est le manque de nourriture. Il est aussi particulièrement à Mayotte parce que contrairement à la métropole, en fait, il n'y a pas d'associations qui viennent régulièrement distribuer des repas comme on peut le voir souvent à Paris par exemple. Il y a une association, elle est d'ailleurs gérée par un réfugié congolais qui, il y a encore quelques mois, habitait lui-même dans un camp à Mayotte. Et donc avec des bénévoles, il fait de temps en temps de la préparation et de la distribution de repas, mais c'est tout, ça reste donc très très peu. L'autre particularité liée à Mayotte, autour de la nourriture aussi, c'est que il faut savoir que Mayotte, c'est une zone d'exception. Donc les demandeurs d'asile, quand ils arrivent à Mayotte, ils n'ont pas le droit à une aide financière. Ils ont uniquement des
des bons alimentaires qui sont d'un montant assez dérisoire en fait. Donc pour se nourrir, c'est vraiment la débrouille. Ils sont obligés de se débrouiller. On a rencontré des réfugiés, des demandeurs d'asile, qui parfois ne mangeaient pas de la journée. C'était le cas de Benoît, par exemple. Lui, c'était un père de famille. Et ce qu'il nous a raconté, en fait, c'est que sa première mission, quand il se réveillait le matin, c'était trouver de l'eau, trouver de la nourriture. Et s'il n'y arrivait pas, en fait, lui et ses enfants, tout simplement, en fait, ils ne mangeaient pas, quoi. Alors, comme si le quotidien n'était pas assez compliqué, vous venez de quand même énumérer quelques gros soucis à gérer chaque jour. Il faut aussi faire face au très fort taux de criminalité et de délinquance. Ils s'en plaignent, les migrants? Oui, beaucoup, et ils s'en plaignent parce qu'ils sont très choqués d'être pris pour cible. Il faut savoir que 2 jours avant notre arrivée, ce campement de Tsunzu avait été attaqué par des jeunes, mais une attaque particulièrement violente. De ce qu'on nous a raconté, il y a une trentaine de jeunes qui sont venus armés de machettes et de barres de fer. Ils ont brûlé, on était là, on a vu les restes de cadavres de scooters, de motos. Ils ont brûlé, ils ont essayé de brûler le campement, mais ils se sont arrêtés à l'entrée du campement. Donc c'est des attaques extrêmement violentes, une attaque qui n'a pas été revendiquée. Donc en fait, c'est très dur de comprendre qui attaque. Est-ce que ce sont on sait pas non plus. des jeunes Mahorais? Est-ce que ce sont des jeunes Comoriens qui sont très nombreux sur l'île? En fait, on ne sait pas trop. Ce qu'on sait, c'est que les migrants les appellent les délinquants. Je vous propose d'écouter le témoignage de Moïse. Il était là le jour de cette attaque et il nous raconte ce qu'il a vu ce soir-là. Attention, les images sont un peu difficiles. J'étais là. Racontez-moi, c'était énormément de violence? Oui, c'était, je peux dire que c'était une violence parce que ils avaient des machettes, des fers à béton, oui, avec des pierres. Ils nous ont attaqués, ça rien fait avec ces petits. Puis ils ont venu, c'était plus de 30 personnes. Ils nous ont attaqués, dit que nous sommes des Africains. On a peur de sortir, d'aller chercher le travail. C'est ça le problème. Et puis, à cause de ces enfants, on ne peut pas aller chercher ce qu'on va manger. Parce qu'ils vous attaquent sur la route? Oui, ils nous attaquent dans la route. Bon voilà, vous venez d'entendre un témoignage du coup d'une victime de ces attaques, et ces attaques, elles sont tellement violentes en fait qu'elles conditionnent même les sorties des migrants hors du camp en fait. Ils ont tellement peur que même pour des rendez-vous administratifs à Mamoudzou, qui est le chef-lieu de l'île, ils s'organisent et ils se déplacent en groupe. On a rencontré par exemple un groupe de demandeurs d'asile qui s'était rendu à Solidarité Mayotte. Donc Solidarité Mayotte, c'est l'association qui gère l'asile sur l'île. Et en fait, ils nous ont raconté que tous les matins, en fait, ils se retrouvent au camp vers 5h du matin, ils partent tous ensemble parce qu'ils espèrent, ils nous ont dit qu'ils espèrent en fait que les délinquants à cette heure-ci dorment et du coup comme ça ils se déplacent en groupe et ils ont moins de chances de se faire attaquer. Vous parlez de mois et de mois d'attente pour un rendez-vous administratif. Pourquoi est-ce que c'est si long? Alors, il y a toujours eu un délai très important à Mayotte par rapport à la métropole, mais à ces retards existants, il faut ajouter qu'il y a eu de nombreux blocages l'année dernière, des blocages de collectifs de citoyens, des collectifs anti-migrants, donc qui empêchaient en fait les migrants d'entrer dans la préfecture pour essayer de régulariser leur situation. Et puis surtout, il y a eu le passage du cyclone Chido en décembre 2024, un cyclone particulièrement dévastateur qui a rasé l'île et qui a détruit un bon nombre de bâtiments administratifs, dont l'antenne de l'OFPRA à Mayotte. Donc à l'heure où je vous parle, malgré les efforts des autorités, ce retard n'a jamais été rattrapé. Et aujourd'hui, le délai moyen avant d'obtenir ne serait-ce qu'un premier rendez-vous pour se déclarer demandeur d'asile à la préfecture, ce délai peut monter à 8 mois, 9 mois, 1 an. Et c'est extrêmement lent. Et pendant tout ce temps, les migrants, en fait, n'ont rien, n'ont pas de statut administratif, ils n'ont pas de papier. Et ils sont livrés à eux-mêmes. Vous avez aussi rencontré des réfugiés statutaires qui rencontrent de nombreuses difficultés là aussi. Elles ne peuvent ni se loger ni trouver un emploi. Oui, alors là aussi, c'est très particulier. Quand on est réfugié statutaire, c'est-à-dire qu'on a une réponse positive à sa demande d'asile. Et donc, normalement, on a un titre de séjour qui arrive et qui découle de cette décision positive. Mais à cause de tous ces retards dont j'ai parlé, il y a beaucoup de réfugiés à Mayotte qui ont reçu cette décision positive, mais qui n'ont pas leur titre de séjour. Mais sans ce fameux titre de séjour, on ne peut pas se loger, on ne peut pas travailler et surtout, on est considéré potentiellement comme un sans-papier. On peut être expulsé. En fait, tout ça est un peu kafkaïen. On a rencontré des réfugiés qui nous ont dit qu'ils montraient la décision positive de l'OFPRA à des policiers quand ils étaient arrêtés, mais la police leur répond « ça ne vaut rien en soi, c'est pas un document administratif. Ce qu'on veut voir, c'est un titre de séjour ». Donc, on a rencontré des gens qui sont réfugiés statutaires dans les faits, mais qui ont
été emmenés dans des centres de rétention et qui ont vraiment fait face de très peu à une expulsion vers leur pays d'origine. Les expulsions, parce que c'est ce qu'ils redoutent, l'expulsion, c'est un sujet très sensible à Mayotte, car c'est le département de France qui expulse le plus d'étrangers en situation irrégulière. Votre mission sur place a d'ailleurs lieu 1 an après le déplacement du président de la République à Mayotte. En avril 2025, Emmanuel Macron, on s'en souvient, avait annoncé un mur de fer contre l'immigration clandestine. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de tout ça ? Oui, c'est ça. Il avait aussi annoncé vouloir faire passer le nombre d'expulsions par an de 20 000 aujourd'hui à 35 000 dans les prochaines années. Mais attends, je tiens à préciser qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, on ne parle pas de l'immigration venant de l'Afrique des Grands Lacs, comme on parlait depuis le début de l'émission, mais de l'immigration qui vient des Comores. Et pour contrer cette immigration, justement, il y a un projet de loi qui a été promulgué en août 2025 qui durcit les conditions d'obtention des titres de séjour. Et ça inquiète énormément. On a rencontré, par exemple, Claudia dans un bidonville de Lille, qui, elle, c'est une mère de famille. Toute sa famille est en règle sauf elle. Et avec la nouvelle loi, elle est terrifiée à l'idée de ne jamais pouvoir obtenir de titre de séjour. Et c'est ce genre de témoignage, en parlant à ses voisins, ses voisines, les autres habitants du quartier, qu'on a énormément entendu. Vraiment, c'est une peur de ne jamais être régularisé qu'on entend vraiment partout dans tous les bidonvilles de Lille. Merci beaucoup Charlotte et Romain. Merci à tous les deux d'être passés par le plateau de Paris Direct. Je rappelle que toutes vos vidéos sont évidemment retrouvées sur le compte TikTok d'Info Migrants. Votre série aussi de 5 reportages écrits à lire sur le site infomigrants.fr.